Kant, projet de paix perpétuel. Il s'agit d'un texte écrit par le philosophe allemand qui reprend un certain nombre d'articles, telle une ébauche de constitution qui vaudrait pour l'humanité tout entière et qui aboutirait à ce que les peuples ne se fassent plus la guerre. Alors, il est intéressant de lire les quelques articles écrits par le grand philosophe lui-même, où il parle ici en première section, nul traité de paix ne peut être considéré comme tel si l'on s'y réserve secrètement quelques sujets de recommencer la guerre. Donc il s'agit bien, en but ultime, d'empêcher que la guerre advienne. Aucun État indépendant, petit ou grand, cela ne fait rien ici, ne peut être acquis par un autre par voie d'héritage, d'échange, d'achat ou de donation. Un État n'est pas en effet un bien. On continue plus loin. Premier article définitif d'un traité de paix perpétuel. La seule constitution qui dérive de l'idée du contrat originaire sur laquelle doit être fondée toute législation juridique d'un peuple est la constitution républicaine. Elle se fonde sur le principe de la liberté, sur celui de la soumission de tous à une législation commune, unique et commune, et sur la loi de l'égalité de tous les sujets comme citoyens. On poursuit. Second article définitif. Il faut que le droit des gens soit fondé sur une fédération d'États libres. Pour garantir la sûreté de cette cohabitation, chacun d'eux peut et doit exiger des autres États qu'ils entrent avec lui dans une constitution analogue à la constitution civile, où les droits de chacun puissent être assurés. Ce serait là une fédération de peuples qui ne formerait pas cependant un seul et même État. Par la suite, il développe cette idée. Troisième article définitif, le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions d'une hospitalité universelle. Lisons. Ici, comme dans les articles précédents, il ne s'agit pas de philanthropie, mais de droit. Et en ce sens, hospitalité signifie le droit qu'a tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. On peut refuser de le recevoir, si l'on ne compromet point par là son existence à l'étranger. Mais on ne peut agir hostilement contre lui tant qu'il demeure pacifiquement à sa place. Il ne s'agit point d'un droit d'être admis au foyer domestique auquel il pourrait prétendre, mais seulement du droit de visite ou du droit de s'offrir à faire partie de la société, lequel appartient à tous les hommes en vertu de celui de la possession commune de la surface de la terre. Tout est dit dans ce texte. Et il poursuit. Donc, ces articles sont développés point par point. Il parle d'un article secret, d'un article secret au projet de paix perpétuelle. Il s'agit là, a priori, d'une contradiction, mais il est possible subjectivement
Le seul article de ce genre est contenu dans la proposition suivante: les maximes des philosophes sur les conditions qui rendent possible la paix publique doivent être prises en considération par les États armés pour la guerre. Il s'agit pour les dirigeants de demander l'avis de philosophes, notamment, et ce dialogue ou cette relation peut être tenue secrète. Il parle un peu plus loin des rois et des philosophes. Que les rois deviennent philosophes ou les philosophes rois, on ne peut guère s'y attendre et l'on ne doit pas non plus le souhaiter, parce que la possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. À bon entendeur. Alors il y a tout un appendice au sujet de l'opposition de la morale et de la politique, au sujet de la paix perpétuelle. Et donc, qu'est-ce qu'une morale politique et qu'est-ce qu'une politique de la morale? Tout cela doit être détaillé et précisé. Et il le fait dans ce texte en disant, par exemple, la politique moraliste aura pour principe que s'il se trouve dans la constitution d'un État ou dans le rapport de cet État avec les autres des fautes que l'on a pu éviter, c'est un devoir, surtout pour les chefs d'État, du style y sacrifier leur intérêt personnel, de chercher les moyens d'y remédier, etc. Que les moralistes despotiques, il en existe, pêchent tant qu'on voudra contre la politique, en prenant en conseillant certaines mesures avec trop de précipitation. L'expérience, en leur faisant voir qu'ils ne sont point d'accord avec la nature, les ramènera peu à peu à une voie meilleure. Mais les politiques qui accommodent la morale à leur dessein, ceux-là, en prétendant justifier des principes contraires au droit par ce prétexte que la nature humaine est incapable de réaliser l'idée du bien que la raison lui prescrit, rendent, autant qu'il dépend d'eux, toute amélioration impossible et éternisent la violation du droit. Éternise la violation du droit. Plus loin, elle affirme qu'il n'y a pas objectivement, donc en théorie, d'opposition entre la morale et la politique. Subjectivement, au contraire, par une suite de penchants égoïstes des hommes, il y a et il y aura toujours une opposition de ce genre, car elle sert d'aiguillon à la vertu. Son vrai courage, dans le cas présent, consiste moins à braver avec une ferme résolution les maux et les sacrifices qui peuvent nous être imposés, qu'à attaquer et à vaincre au-dedans de nous, le mauvais prime, dont l'artificieux mensonge et les sophismes perfides tendent sans cesse à nous persuader que la fragilité humaine justifie tous les crimes. Et là, on a une parfaite description d'une morale kantienne, avec un exemple ici. Si un État voisin devient une puissance redoutable et inspire des inquiétudes, peut-on admettre qu'il voudra opprimer les autres parce qu'il le peut? Et cela donne-t-il aux puissances inférieures le droit de se liguer entre elles pour l'attaquer, même avant d'en avoir reçu aucune offense? La réponse: un État qui professerait publiquement cette maxime ne ferait que s'attirer le mal, plus sûrement et plus vite, car la puissance supérieure préviendrait les inférieures, et la coalition de ces dernières serait une bien faible défense contre celui qui saurait pratiquer le divide et impera, diviser pour régner. Ouais. Donc on continue. Il parle à un moment donné, vers la fin, des droits de l'homme. Je vais essayer de retrouver ce petit texte.
Pour ce qui est du droit cosmopolitique, je le passerai ici sous silence, car à cause de son analogie avec le droit des gens. Ah, très bien. Il termine. Si c'est un devoir auquel s'ajoute une espérance fondée de réaliser le règne du droit public, mais par un progrès s'étendant à l'infini, la paix perpétuelle, qui doit succéder à ce que l'on a nommé faussement jusqu'ici des traités de paix, il serait plus juste de les appeler des trêves, n'est pas une idée vide, mais un problème qui, recevant peu à peu sa solution, se rapprochera toujours davantage de son but. Car il faut espérer que les mêmes progrès se feront dans des temps de plus en plus courts. Et donc, qu'adviendra cette aspiration, qu'adviendra cette paix perpétuelle, tant aspirée par Emmanuel Kant. Projet de paix perpétuelle, Kant.